ya wangwana inumbana ya wangwana inumbana ya wangwana tushina wana mkodi konie Merci beaucoup, mon cher Saïd. Merci à Fikik Africa de nous associer à cette initiative d'entretien filmé pour parler de la prospective. Je me nomme Kwasi Kwame Sylvestre, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. J'ai fait toutes mes études universitaires à l'université de Cocody et en 2012, après l'obtention évidemment de mon doctorat, j'ai été recruté à l'université Alassane Ouattara en tant qu'enseignant-chercheur, où j'y suis actuellement maître de conférence. Et depuis 2016, j'ai été nommé dans l'administration ivoirienne en tant que chef du département des études prospectives au ministère du Plan et du Développement. À ce titre-là, j'accompagne le ministère du Plan et du Développement dans la promotion d'une capacité nationale en matière de réflexion prospective, dans le renforcement des capacités des acteurs en matière de prospective et dans l'accompagnement technique, évidemment, des administrations dans le cadre de la réalisation d'études prospectives, aussi bien sectorielles, territoriales qu'au niveau national. Et depuis un certain temps, nous accompagnons quand même, dans le cadre évidemment de la consultance, un certain nombre de partenaires comme des États, des organisations sous-régionales, dans la réalisation de leurs études prospectives. Mon arrivée à la prospective est une belle expérience parce que c'est en 2002, à la faveur de la soutenance de mon mémoire de maîtrise, que mon directeur de thèse, feu professeur Kobi Assa Théophile, à cette occasion, il était le directeur de mon jury. Ayant vu le travail, a souhaité évidemment vouloir travailler avec moi. Et c'est à ce titre-là que nous avons commencé cette aventure de la prospective en tant que thème de recherche. Suite à cela, nous avons fait un mémoire de DEA. Nous avons fait une thèse de doctorat soutenue en 2012 avec le thème suivant, la prospective territoriale, au service de la gouvernance des aires protégées en Côte d'Ivoire, les exemples comparés des parcs nationaux de Taï et de la Maraoué. Et depuis lors, nous avons fait vraiment de la prospective notre axe de recherche et c'est ce qui nous a conduit, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'administration en tant que chef du département des études prospectives au ministère du Plan et du Développement. La prospective, beaucoup d'auteurs ont travaillé sur la question. Beaucoup d'auteurs ont défini la prospective. Il y a des définitions un peu beaucoup plus simples, il y en a qui sont beaucoup plus techniques, mais je voudrais vraiment m'attarder un peu sur la définition évidemment de Fabrice Hatem. Il a écrit un ouvrage assez important sur les questions de prospective et de méthode de la prospective. Et il définit aisément la prospective comme étant une attitude de l'esprit face à l'avenir destinée à éclairer l'action présente. Une attitude de l'esprit face à l'avenir destinée à éclairer l'action présente. Donc, dans cette définition, vous voyez les deux horizons temporels qui intéressent la prospective. L'avenir, qui est le futur lointain, et vous avez l'action présente, c'est-à-dire le présent. Et donc, au niveau de la démarche prospective, pour ne pas dire dans la prospective, il y a ce lien ombilical entre le présent et l'avenir. Il y a ce lien itératif
entre le présent et l'avenir. Le présent nourrit, le présent, je vais dire, nourrit l'avenir, et l'avenir, évidemment, aide à pouvoir poser les bases afin de pouvoir aller de retour, évidemment, vers cet avenir. Donc, c'est une définition assez importante. Deuxième élément qui est important dans cette définition, c'est que la prospective, avant d'être une discipline d'enseignement, est une attitude. Et ça, c'est Gaston Berger qui, dans l'un de ses articles de référence, intitulé « L'attitude prospective ». L'attitude prospective. Et en parlant d'attitude prospective, il a essayé de relever un peu les différents éléments qui doivent présider à une attitude prospective. Premier élément, c'est de voir loin. Faire de la prospective, avoir une attitude prospective, c'est voir loin. C'est voir large. C'est-à-dire ne pas être dans le signaux disciplinaire, mais voir large, cette approche systémique, cette approche globale qui est assez importante. C'est aussi analyser en profondeur. Analyser en profondeur. Et c'est la raison pour laquelle la prospective, contrairement à la démarche classique, commence évidemment par sa démarche toujours par le passé, ce qu'on appelle la rétrospective. Parce que l'exhumation du passé permet de comprendre que dans le passé, il y a des éléments pertinents pour pouvoir comprendre le présent et l'avenir. Donc on commence toujours la démarche prospective. Le point de départ de la démarche prospective, c'est l'histoire, c'est le passé. Il y a un auteur d'ailleurs qui disait que commencer à faire de la prospective, c'est aller voir l'archiviste. Donc lorsque vous allez chez l'archiviste, ça c'est vraiment chez l'historien, ça vous permet évidemment de pouvoir fouiller le passé et de pouvoir voir les éléments qui sont utiles pour pouvoir comprendre. Vous avez voir ensemble et des éléments assez importants, penser à l'homme. Michel Godet, dans son ouvrage méthode et outils de la prospective stratégique, a complété les 5 premiers proposés par Michel Godet. Il en a ajouté 3 pour former évidemment les 8 éléments de la prospective, de l'attitude prospective. Donc il a ajouté voir ensemble, prendre des risques et aussi utiliser des outils assez importants pour dire que la prospective est une démarche. Contrairement à les questions de divinité et bien d'autres, la prospective est une démarche structurée et rigoureuse qui permet d'explorer l'avenir, qui permet évidemment de penser l'avenir et qui aide évidemment à construire l'avenir sur la base des tendances en cours, des tendances évolutives. Donc c'est un peu ce que nous pouvons dire, mais je voudrais vraiment revenir à la définition de Fabrice Hatem qui dit clairement que la prospective, c'est une attitude de l'esprit face à l'avenir destinée à éclairer l'action présente. Merci beaucoup. Nous tenons vraiment à dire merci à l'UNESCO pour le travail colossal qui est fait dans le cadre de la diffusion, de la promotion de la discipline de l'anticipation. Riel Miller parle de discipline de l'anticipation. En 2019, l'UNESCO a lancé un projet important qui est le projet Imaginer les avenirs de l'Afrique, IAF. Et lors de cet appel à projet, nous avons participé, il y avait un appel à candidature, et nous avons participé au nom de l'Université Alassane Ouattara. Nous avons été retenus aux côtés de l'Université de technologie du Kenya comme étant les 2 universités africaines pour pouvoir mettre en place un laboratoire de littératie des futurs. Il y avait une déjà au Maroc, mais mettre en place 2 laboratoires de littératie des futurs. Et ce projet nous a permis de pouvoir participer en décembre 2019 au sommet mondial de la littératie des futurs au siège de l'UNESCO. Et c'est à la suite de cette expérience que nous avons postulé pour une chaire UNESCO, anticipation, prospective et territoire durable. Vraiment une chaire dédiée à la prospective. Et depuis le 23 mars 2022, nous avons eu cette chaire dédiée à la prospective, qui est la première chaire UNESCO dédiée à la prospective en Afrique noire francophone. Donc cette chaire est basée à l'Université Alassane Ouattara, intitulée Anticipation, prospective et territoire durable. Donc c'est une chaire évidemment qui fait le lien entre les sciences des territoires et les systèmes d'anticipation. Donc comment est-ce que les systèmes d'anticipation sont mis au service évidemment de la construction des territoires durables pour des populations épanouies, je pourrais dire en somme, c'est un peu l'objet principal évidemment de cette chaire. Donc nos missions consistent évidemment à
je vais dire, tisser des liens de coopération dans le cadre de la coopération universitaire avec d'autres universités, mais avec d'autres chaires UNESCO. Ensuite, renforcer les compétences des cadres, des décideurs, des communautés, des étudiants en matière de prospective, en matière évidemment de système d'anticipation. Et aussi sur les questions des sciences des territoires. Troisièmement, développer évidemment les projets de recherche sur les sciences des territoires en lien avec évidemment l'anticipation et la prospective, et puis vraiment mettre les communautés au cœur. Donc ce qui fait que en matière de projets de recherche, nous travaillons dans ce domaine. En matière de renforcement des capacités, nous avons des formations diplômantes et qualifiantes en matière de prospective. Et aussi, l'une de nos missions que j'allais oublier, c'est d'accompagner les organisations sous-régionales, les États, les collectivités territoriales, les entreprises, dans le cadre de la réalisation de leurs études prospectives ou la mise en place, évidemment, de modèles de procédures de prospective. Dans ce sens-là, depuis le mois de novembre dernier, la chaire UNESCO Anticipation Prospective, en groupement avec une autre structure, accompagne l'UEMOA dans la réalisation de son étude prospective UEMOA 2040. Donc, il y a un effort qui est fait pour pouvoir, évidemment, accompagner nos organisations sous-régionales en matière de prospective. Je voudrais donc inviter tous les cadres, tous les chercheurs, tous les enseignants africains qui s'intéressent à la question de la prospective à pouvoir participer aux activités de la chaire UNESCO Anticipation Prospective et Territoire Durable, qui est logée à l'Université Alassane Ouattara, mais qui a un rayonnement sous-régional, voire international. Oui, on pourrait parler quand même d'école de prospective. Dans le monde, lorsqu'on regarde un peu l'histoire de la prospective, nous avons deux grandes écoles. L'école française de prospective, qui a été conduite par de grands auteurs, de grands noms comme Gaston Berger, Pierre Massé, Bertrand de Jouvenel et bien d'autres. Donc c'est une école qui a commencé dans les années 50 et qui a été poursuivie, portée par les questions d'humanité et bien d'autres. Et de l'autre côté, nous avons l'école anglo-saxonne de prospective, qui, elle, est née entre les deux guerres mondiales, pilotée évidemment par de grands acteurs comme Herman Kahn, c'est l'un des grands noms de l'école anglo-saxonne de prospective, Herman Kahn et bien d'autres. Et c'est une école évidemment qui est portée un peu sur les questions de technologie, mais les contextes évidemment d'émergence de ces prospectives-là ont évolué. Quand dans l'école française, elle était portée un peu sur la critique de la décision publique dans un contexte d'accélération du changement, au niveau de l'école anglo-saxonne, elle était portée par un environnement de la défense militaire dans cette période évidemment de guerre froide et de guerre au niveau mondial. Je pense qu'à ce stade, il serait quand même un peu prématuré de dire qu'il existe une école de prospective africaine. On pourrait quand même parler de foyer de développement de la prospective en Afrique. Au niveau de l'Afrique du Nord, nous avons un foyer de développement de la prospective. Au niveau de l'Égypte, au niveau du Maroc, au niveau de la Tunisie, avec la chaire de prospective stratégique. Nous avons aussi un foyer de développement de la prospective en Afrique australe. Au niveau de l'Afrique du Sud, il y a un gros travail qui est fait avec l'Institut des futurs africains piloté par Alioune Sall. Vous avez aussi au niveau du Kenya et il y a maintenant le foyer au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, qui font de plus en plus des efforts assez importants en matière de prospective. Donc, il est un peu difficile de dire qu'à ce stade, il y a une école de prospective en tant que telle, mais il y a des foyers de développement de la prospective et qui, à terme, notre ambition, c'est que ça puisse déboucher sur une école ou des écoles, évidemment, de pensée de la prospective. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes quand même en phase de construction d'une école de prospective territoriale, pilotée par feu le professeur Kobi Assa Théophile, mais que nous poursuivons aujourd'hui avec la chaire
UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire Durable, qui a pour ambition de pouvoir construire des modèles, construire des théories, construire des cadres d'analyse méthodologique, des modèles dans le domaine de la prospective territoriale. Ça, c'est une question assez intéressante qui montre vraiment le lien entre prospective et action. Vous savez, au niveau de la prospective, on a un cadre de référence qu'on appelle le triangle grec de Michel Gaudet, qui est porté par les sommets anticipation, prospective, anticipation, appropriation et action. Et cette question, évidemment, pose la problématique de l'articulation entre l'anticipation et l'action. Les études prospectives sont faites dans le but de pouvoir éclairer la prise de décision des décideurs. Fabrice Hatem définissait la prospective comme étant une attitude de l'esprit destinée à éclairer l'action présente, et Gaudet ajoutait à la lumière des futurs possibles et souhaitables. Donc, lorsqu'on fait cet exercice dans le cadre d'un État, l'objectif évidemment c'est d'aider le décideur à pouvoir prendre les bonnes décisions. La prospective, il y a deux grandes phases. Si on se réfère à la méthodologie, à la phase exploratoire et à la phase stratégique. La phase exploratoire, c'est tout le travail d'exploration qui est fait par les experts, qui débouche sur la construction des scénarios, la formulation d'une vision, la définition des grandes orientations stratégiques. Et la phase stratégique, c'est celle-là où le décideur, les gouvernants s'approprient la décision et la traduisent en stratégie de court et de moyen terme. Et à ce stade-là, il faut dire quand même que nos États peinent à pouvoir prendre effectivement en compte les résultats de la prospective. Il faut noter que c'est véritablement dans les années 90, à la faveur du projet Futur africain, qui était basé en Côte d'Ivoire ici d'ailleurs, que le PNUD a accompagné la plupart des États africains à réaliser leurs études nationales prospectives. Et donc les cadres ont eu leur capacité renforcée. Il était maintenant temps évidemment qu'on puisse passer de l'exploration à la stratégie. Mais là, à ce niveau, je veux dire que le niveau d'appropriation est assez quand même différencié. Il y a certains États où la prospective est appropriée, il y en a d'autres par contre où la prospective évidemment n'est pas suffisamment appropriée par les décideurs. Donc si vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, la plupart de nos études prospectives sont traduites en plans nationaux de développement, en plans quinquennaux et autres, c'est-à-dire en documents de stratégie de court et de moyen terme. Maintenant, est-ce que dans la réalité, ces études-là sont concrétisées, elles aboutissent? Il faut noter que généralement, c'est lorsque la prospective, à travers les scénarios, le scénario non souhaité se concrétise, que les gouvernants, évidemment, se rendent compte que la prospective, elle est importante. Sinon, quand le scénario souhaité est traduit en politique nationale de développement, en stratégie de court et de moyen terme, on n'arrive pas clairement à savoir que c'est le produit de la prospective qui a permis d'avoir ces résultats. Quand vous prenez le cas de l'exercice prospective Côte d'Ivoire 2025 en Côte d'Ivoire, qui a été réalisé en 1995, cette étude prospective, dans tous les scénarios qui avaient été écrits, il y a un scénario qu'on a baptisé le suicide du scorpion, qui disait clairement qu'un coup d'État était possible en Côte d'Ivoire. Donc, il ne dit pas qu'il y aura un coup d'État, mais il dit un coup d'État est possible en Côte d'Ivoire. Parce que la prospective n'a pas pour objet de dire ce que demain sera, mais plutôt ce que demain pourrait être. Donc, on dit plutôt ce que un coup d'État est possible en Côte d'Ivoire. Et 4 années plus tard, cela s'est concrétisé à travers le premier coup d'État que la Côte d'Ivoire a connu en 1999. Donc, tous les soubresauts que nous avons connus depuis la crise de 1999, la crise de 2002 et aujourd'hui, tous ces soubresauts-là sont les résultats d'une faible appropriation des résultats des études prospectives, notamment l'étude prospective Côte d'Ivoire 2025. Mais l'autre versant, c'est que les scénarios souhaités sont appropriés et traduits en plan national de développement. La même étude, c'est-à-dire l'étude prospective Côte d'Ivoire 2025, le scénario souhaité qui a été baptisé l'éléphant en marche, c'est ce scénario-là qui a servi de base à l'élaboration du programme présidentiel du président Bédié en son temps, ce qu'on appelait les 10 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Donc le scénario souhaité sert à l'élaboration de la politique nationale, mais le scénario non souhaité, qui logiquement doit être
surveillé pour ne pas qu'il se concrétise. Ce scénario souhaité n'est pas surveillé et généralement, c'est ce qui débouche un peu sur les questions d'instabilité que nous observons dans nos États. Donc, les résultats des études prospectives sont essentiels. Et il ne faut pas seulement les réaliser, mais il faut veiller évidemment à leur mise en œuvre et surtout à leur surveillance. C'est ce qui fait que de plus en plus dans nos États, on parle de veille stratégique, on parle d'intelligence économique. L'objectif, c'est de surveiller un peu les scénarios et s'assurer que la trajectoire est bonne. Je veux dire qu'il y a quand même des efforts. Hein. Il y a des efforts qui sont faits tout à l'heure. Je parlais un peu des différents foyers d'émergence ou de développement de la prospective au niveau du continent africain. En Égypte, en Tunisie, avec la chaire, en Afrique du Sud, avec l'université de Witwatersrand, où il y a un travail important qui est fait par le professeur Kofi Kwaku et bien d'autres. Au Kenya, il y a une chaire UNESCO qui vient de se mettre en place, en Côte d'Ivoire et bien d'autres. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Mais ces efforts ont besoin d'être poursuivis de telle sorte qu'il y ait une masse critique de décideurs formés effectivement à la prospective. Mais la réalité qu'on observe en Côte d'Ivoire, en Afrique, est un peu la même. Hein. Si vous allez en France, à l'exception du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, avec anciennement le professeur Godet, aujourd'hui le professeur Philippe Durance, où il y a une formation de prospective qui est faite évidemment sur un certain temps. Vous visitez toutes les grandes écoles, les universités, c'est juste de petits modules de prospective qu'il y a. Il n'y a pas de formation continue en matière de prospective. Donc, l'Afrique n'est pas encore très en retard en matière de renforcement des capacités, en matière de prospective. Il y a des efforts qui sont faits et à ce titre-là, nous louons le courage, nous saluons vraiment les efforts qui sont faits par l'UNESCO à travers la mise en place des chaires UNESCO sur les questions d'anticipation et de prospective qui aident à former cette masse critique de décideurs dont nous avons besoin pour pouvoir penser l'avenir du continent africain. Je pourrais en citer deux ou trois. Premièrement, c'est la question des écoles de pensée. Il est bon qu'au niveau du continent africain, un effort soit fait par les prospectivistes pour pouvoir, théoriser la prospective, construire des modèles en matière de prospective. Parce que pour l'essentiel aujourd'hui, nous tirons nos sources des auteurs, de l'école française de prospective, de l'école anglo-saxonne. Nous avons eu quand même des anciens comme Souleymane Bachir qui ont fait des travaux importants en matière de prospective africaine sur des bases philosophiques, mais qui ont besoin d'être poursuivis. Vous avez le professeur Kobi Assa au niveau de la Côte d'Ivoire qui a fait un travail important de théorisation même de la prospective territoriale. Paix à son âme, tout récemment il vient de décéder. Vous avez aussi Alioune Sall avec ses efforts aussi qui sont faits à travers l'Institut des futurs africains. Donc il y a vraiment un défi de construction d'écoles ou des écoles de pensée au niveau du continent africain, de telle sorte que nous ne soyons pas toujours consommateurs des idées, des produits de la prospective, de l'école française de prospective ou de l'école anglo-saxonne de prospective. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, à mon sens, c'est l'écart qu'il y a entre les prospectivistes francophones et les prospectivistes anglophones. Parce que, comme je le disais, au niveau de l'Afrique australe, il y a un gros travail qui est fait au niveau du Kenya et de l'Afrique du Sud. Donc, vous avez des personnes comme Jessica Rory et bien d'autres qui font un travail important en matière de prospective. Alioune Sall, qui est sénégalais francophone, mais qui aujourd'hui intervient énormément. Donc, vous avez, au niveau de l'Afrique australe, un gros noyau, des efforts assez importants, et même aujourd'hui aussi avec l'Afrique, le Nigeria, donc un gros noyau, un développement d'un foyer de prospective au niveau de l'Afrique anglophone, et au niveau de l'Afrique francophone, vous avez aussi un travail qui est fait à partir de la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Burkina et bien d'autres. Et généralement, il y a cet écart. Il n'y a pas de cadre de partage, de discussion, de synergie d'action
entre les prospectivistes francophones et les prospectivistes anglophones. Et ça, c'est un gros défi, ce qui fait que lorsque nous nous rencontrons lors des forums internationaux, on sent cet écart-là entre les prospectivistes de l'Afrique australe et ceux de l'Afrique francophone. Donc, c'est un gros défi qui est posé à la prospective africaine, à côté des écoles de pensée, d'une école évidemment de prospective à travers des modèles et autres. Il y a aussi cet effort à faire de telle sorte qu'il y a une belle articulation entre la prospective. Mais cela ne veut pas dire que lors de certaines occasions, de certains forats, les francophones ne sont pas invités en Afrique australe et que les anglophones ne sont pas invités. Mais il est important que nous, en tant que prospectivistes, on ait des cadres réguliers d'échanges, de discussions, afin de pouvoir faire ce travail important qui est fait dans des sociétés internationales comme la WFS, la World Future Society et bien d'autres. Et il est important qu'au niveau du continent africain, on puisse aussi aller dans ce sens. Au niveau de la prospective, il faut reconnaître un peu à César ce qui est à César. Les premiers enseignements de la prospective ont été le fait du professeur Kobi Assap et à son âme. C'est-à-dire, à la suite de l'étude prospective Côte d'Ivoire 2025 en 1995, il a cherché à traduire évidemment cette démarche apprise au niveau des enseignements. Donc, à l'université de Cocody, vous avez à l'Institut de géographie tropicale et à l'Institut des sciences anthropologiques pour le développement, l'ISAD, et dans les grandes écoles, il y a ce travail de dissémination, de la diffusion de la prospective, de l'enseignement. C'est là que nous autres avons été formés à la prospective, au pied du maître, et avons soutenu en 2012. Et quand nous sommes arrivés à l'université Alassane Ouattara, 2 ans plus tard, nous avons eu la possibilité de pouvoir inscrire la prospective dans les maquettes de formation. La réalité, elle est un peu différente de ce qui se fait généralement dans les pays du Nord. Dans les pays du Nord, notamment en France, c'est pratiquement au niveau du bac plus 4, bac plus 5 qu'on commence à faire de la prospective. L'expérience personnelle que j'ai eue, c'est que si vous ne savez pas d'où vous venez, il est difficile de savoir où est-ce que vous allez. Et aussi, il est bon de savoir clairement où est-ce que vous allez afin de pouvoir poser les bonnes actions aujourd'hui. Je me rendais compte que même en tant qu'étudiant, à un niveau avancé, il était difficile vraiment d'avoir une vision suffisamment claire. Donc, on était un peu basculé par les différents vents des concours assis par là. Et donc, quand j'ai eu cette possibilité de pouvoir inscrire la prospective, je me suis dit, contrairement à ce qui se fait, je vais voir autrement, inscrire la prospective dès la première année. Dès la première année. De telle sorte que nos étudiants, déjà à ce stade-là, aient une compréhension claire de leur avenir et sachent là où est-ce qu'ils veulent aller. Et donc, nous avons inscrit le premier cours qui est initiation à la prospective générale. Et là, nous donnons le b.a.-ba en matière de prospective. C'est quoi la prospective? C'est quoi l'attitude prospective? Quels sont les principes de la prospective? Quelles sont les caractéristiques de la prospective? En somme, quels sont les fondamentaux de la prospective? Donc, ce b.a.-ba-là, nous le donnons pratiquement à tous les étudiants de licence 1 afin qu'ils aient déjà une idée claire de leur avenir, ils comprennent un peu les enjeux, les incertitudes et essayent quand même de réfléchir en voyant plus loin. Et au niveau de la licence 3, nous avons un cours qui est intitulé « Introduction à la prospective territoriale ». Donc là, c'est comment nous passons de la prospective générale à l'application au niveau des territoires. C'est la prospective territoriale. Et donc, comme Claude Malone pouvait le dire, la prospective territoriale, c'est la forme localisée de la prospective générale. Donc, les concepts, les méthodes et les outils de la prospective sont appliqués au cadre des territoires. C'est ce que nous faisons et nous avons maintenant la formation doctorale avec les étudiants de master et doctorat et nous avons eu la chance, il y a déjà 3 étudiants qui ont soutenu leur thèse de doctorat en matière de prospective et des efforts sont faits pour que d'autres viennent s'ajouter à ce petit noyau qui se met en place. Ok, merci beaucoup. Je voudrais à ce stade dire que le continent africain fait face quand même à de grosses incertitudes, notamment en matière géopolitique, où le continent aujourd'hui a, je vais dire, ses partenaires classiques,
qui fait face aujourd'hui à l'arrivée d'autres partenaires comme la Chine, comme la Russie et bien d'autres. Le continent aussi fait face, notamment pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et bien d'autres, à un environnement d'insécurité qui est assez marqué avec la crise du terrorisme, du djihadisme et bien d'autres. Et donc l'un des futurs possibles, évidemment, c'est que le continent africain, dans ce contexte géopolitique marqué par les questions d'insécurité, d'instabilité et autres, maintienne quand même, je vais dire, ses liens avec ses partenaires classiques, que sont la France, la Grande-Bretagne pour les pays anglophones, et qui, au niveau de son développement économique, évidemment, si cette tendance-là se poursuit, avec, je vais dire, la tendance démographique, elle se poursuit, ça montrera clairement qu'à l'horizon 2040 ou à l'horizon 2050, nous aurons un continent exubérant, mais qui aura aussi un niveau de développement qui va avec, mais qui sera évidemment dans un environnement géopolitique marqué par de nombreuses instabilités et bien d'autres. Et l'autre scénario, c'est qu'en matière évidemment géopolitique, le continent africain essaye quand même de pouvoir se construire une certaine autonomie en diffusant, en diversifiant tant soit peu ses partenaires, en allant vers des partenaires, je vais dire, nouveaux comme peut-être la Chine, et même aujourd'hui, y compris même la Russie. C'est vrai que c'est un débat assez important en matière d'insécurité, mais il est important pour le continent africain de pouvoir diversifier ses partenaires. Si ce scénario, évidemment, a lieu, et c'est vers ça que nous voulons aller, mais il faut craindre aussi, je peux dire, un scénario pessimiste, catastrophique, où dans un contexte d'instabilité géopolitique marqué évidemment par la prépondérance des partenaires forts comme la France et autres qui maintiennent, je vais dire, le continent africain dans un état pas toujours souhaité. L'arrivée des autres partenaires n'est pas aussi profitable au continent africain comme ce que nous l'aurions souhaité. Une population exubérante, le continent n'arrive pas évidemment à opérer la transition démographique, donc une population exubérante, l'instabilité, la mauvaise gouvernance qui fait qu'il n'y a pas de création de richesse assez importante. Donc tout cela peut permettre de déboucher sur un scénario où est-ce que l'Afrique observe évidemment un recul au niveau démographique, pas au niveau démographique, mais au niveau économique, un environnement géopolitique assez instable et qui fait que le continent africain, qui était sur une bonne dynamique aujourd'hui, parce que toutes les études le disent, qui était sur une bonne dynamique, le continent africain observe évidemment un recul et connaît un déclassement au niveau international, au niveau de toutes les sphères internationales. Donc, nous pouvons quand même proposer trois scénarios. Un scénario tendanciel sur la base de ce que nous observons, un scénario pessimiste si les ruptures évidemment redoutées se manifestent, ou interviennent évidemment dans le jeu géopolitique, économique et en matière démographique, et un scénario souhaité, là où est-ce que le continent africain diversifie ses partenaires, profite d'importantes opportunités, crée de la richesse dans un environnement politique plus ou moins stable, où des efforts sont faits au niveau des États pour avoir quand même une certaine stabilité. Donc les profits, les opportunités de la création économique de la richesse sont suffisamment mises à profit des populations, ce qui nous permet d'avoir un continent quand même assez fort au niveau économique et qui se positionne durablement sur la scène internationale. Inumbwana ya wangwana kushinda wanakodi konie